La Russie peut anéantir Bruxelles en 15 minutes et la transformer en parking. Voilà, c'en est fini du tampon. Non, la question est évidemment de ne pas avoir une entité terroriste littéralement à votre frontière. Donc, selon l'OTAN, oui, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez me citer en disant cela sans arrêt pendant un certain nombre d'années. Les États-Unis, c'est-à-dire l'Occident combiné, ont perdu la course aux armements. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, je parle avec Andrei Martyanov, l'un des analystes militaires les plus brillants qui a contré une grande partie de la propagande de guerre occidentale sur son blog et sur YouTube ces dernières années. Andrei est également l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels America's Final War, Disintegration, Indicators of the Coming American Collapse et enfin Losing Military Supremacy, The Myopia of American Strategic Planning. Et il a encore plus de livres à son actif, en fait. Et permettez-moi d'ajouter un mot de plus, qui est que sur le blog d'Andrei, appelé Reminiscence of the Future sur Blogspot, il présente l'une des citations les plus sages que j'ai jamais lues. Si vous désirez la paix, alors préparez le vin. Et je prends ces choses très au sérieux. Donc Andrei, je pense que vous dites des choses très sages, parce que les armes ne sont pas le chemin vers la paix. Non. Jack Daniels, en revanche, l'est. Pouvez-vous nous raconter tout d'abord un peu votre propre histoire? Car si je comprends bien, vous êtes né à Bakou, à l'époque de l'Union soviétique, et vous avez également été officier de marine. Maintenant, vous êtes analyste militaire basé aux États-Unis. Quelle est votre histoire? Eh bien, mon histoire est très simple. Je suis né dans une famille, essentiellement, de personnes liées à la marine soviétique et aux forces armées. Mon père était en fait une figure assez importante dans le complexe militaro-industriel, surtout en ce qui concerne notre emplacement lorsque nous avons déménagé de Bakou à Sébastopol, par exemple. Donc, j'étais toujours entouré de cela. Mon grand-père, adoptif, mes deux grands-pères sont morts, ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire assez standard, en fait. Donc, ils étaient tous, vous savez, des militaires. Alors, oui, je suis allé à l'Académie navale. J'y ai étudié pendant 5 ans et j'ai obtenu un diplôme dans une spécialisation assez intéressante pour les sous-marins nucléaires stratégiques. J'ai servi dans ce qui était à l'époque appelé les unités navales des gardes-frontières du KGB de l'URSS, ce qui est essentiellement mal perçu comme la garde côtière, parce qu'ils sont appelés gardes-côtières. Mais à cette époque, c'était une marine à part entière, essentiellement beaucoup plus militariste que par exemple la garde côtière aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. Et donc oui, j'ai servi jusqu'en 1990. Et après cela, eh bien l'Union soviétique s'est effondrée. Et nous nous sommes soudainement retrouvés essentiellement dans une situation de guerre civile, révolutionnaire et chaleureuse. Quand j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion de créer une entreprise avec les États-Unis. Nous avons ensuite voyagé aux États-Unis et sommes simplement restés parce que la Russie se désintégrait également. Et il n'y avait pas de place pour nous. C'est ainsi que nous nous sommes essentiellement installés aux États-Unis. Le reste appartient vraiment à l'histoire. Et je ferai probablement ce que je faisais à l'époque. Vous savez, toutes sortes d'activités d'ingénierie, y compris l'aérospatiale commerciale aux États-Unis. Mais après la situation avec l'Ukraine en 2014, il est devenu très clair que nous étions sur la voie d'un affrontement géopolitique massif. L'ampleur de celui-ci est encore plus grande en termes de conséquences que la Seconde Guerre mondiale, malgré le fait que la Seconde Guerre mondiale était bien plus sanglante, bien sûr. Et donc, oui, j'ai commencé à essentiellement
j'ai écrit un certain nombre de billets sur mon blog, et je l'ai appelé Total Recall, où j'ai dû me remémorer mon expérience militaire, ce que je savais et ce que j'avais appris. De plus, il faut devenir autodidacte si l'on souhaite progresser dans ce domaine, surtout en Occident, car la façon dont la géopolitique ou ce qui en tient lieu est un domaine d'étude plutôt amusant, disons-le ainsi. Cet endroit est peuplé de beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à faire. Vous savez, à parler des questions de puissance militaire et d'équilibre des pouvoirs. Et quand vous regardez ce qui se passait avec les États-Unis, surtout après le 11 septembre, vous verriez que le pays que vous connaissiez disparaissait. C'était comme du sable glissant entre vos doigts, vous savez. Et puis soudain, vous vous retrouvez avec l'administration Obama, et ensuite nous avons évidemment le premier mandat de Trump, puis l'administration Biden. Le pays est littéralement détruit de l'intérieur. Et vous savez, depuis 2014, j'ai commencé mon blog, et j'ai commencé à écrire parce que ce qui se passait était absolument stupéfiant. Et l'une des choses qui m'a absolument stupéfait était le manque de professionnalisme et l'analphabétisme de la majorité de la soi-disant élite intellectuelle aux États-Unis. Ces gens étaient juste fous, absolument illettrés. Ce sont des ignorants. Ils ne comprenaient pas ce à quoi ils avaient affaire. Le fait est que j'ai fait carrière en tant qu'analyste militaire et politique en émettant des avertissements. Je lance des avertissements sans arrêt depuis 2014 dans la sphère publique. Et malheureusement, mes avertissements se sont réalisés. Certaines personnes disent « Oh, comment saviez-vous cela ?» C'est facile à savoir quand vous avez les outils pour traiter ce problème. Et c'est ce que je fais. Vous savez, puis-je vous demander, je veux dire, d'autres personnes qui ont lancé des avertissements et dont les prédictions se sont réalisées, étaient des personnes comme John Mearsheimer, Jack Matlock ou George Kennan, qui tous, surtout en ce qui concerne la Russie, ont dit que cela allait se terminer en larmes, très très horribles, si vous continuez à pousser l'OTAN vers la frontière russe. Oui, l'une des choses ici est qu'ils utilisent un certain ensemble d'outils analytiques ou une théorie comme la théorie des relations internationales du réalisme, en disant « Regardez, de plus, ils écoutent ce que la Russie dit réellement. Ils écoutent ce que disent les politiciens russes et en déduisent ce qui est politiquement possible ou non sans entrer en guerre. » Quel ensemble d'outils utilisez-vous pour analyser la situation? Eh bien, je dois évidemment corriger un peu immédiatement. John Mearsheimer a écrit en 2014. Je comprends d'où il vient, mais ce n'est pas un réaliste, ou quoi que ce soit qui passe sous le terme de réaliste. Vous savez, le jeu de la sémantique. Il écrivait sur la Russie comme un État en déclin. Ce avec quoi j'ai bien sûr un problème, car mes prédictions étaient basées spécifiquement sur les questions que je connais. La puissance militaire. L'outil principal est la corrélation des forces et des moyens, qui sont la première dérivée d'une économie industriellement avancée et hautement avancée. Donc quand vous parlez par exemple de l'économie américaine, qui est utilisée d'ailleurs, j'ai là, vous savez, je vois le livre de Mearsheimer. N'est-ce pas derrière vous? Non, c'est pas lui, c'est bleu. Donc oui, le libéral, peu importe, les illusions et des choses de cette nature. Je veux dire, ces gens ne comprennent pas qu'ils sont les produits du système éducatif américain qui poursuit cette idée fantastique que, d'une manière ou d'une autre, les marchés financiers sont la véritable économie, ce qu'ils ne sont pas. Et c'est ce qui vient de mon expérience en ingénierie militaire. Parce que je comprends comment les systèmes d'armes sont créés, quel type de R&D y est consacré, quel type d'industrie y sont réellement liés, parce que c'est le principal outil. Il est évidemment très difficile d'expliquer cela en quelques mots, par exemple, dans les limites de temps d'une interview assez courte. Mais le point est que vous devez regarder
les éléments tangibles. Donc oui, évidemment, les finances sont importantes, comme le sang qui nourrit le corps, pour ainsi dire, de l'économie, mais ce qui compte, ce sont les éléments tangibles. En commençant par la chose simple, qui s'appelle le SIANX, l'indice composite de capacité nationale, qui comprend 6 paramètres allant de la production d'acier au potentiel de mobilisation. Mais le plus important, ce sont ceux de Geoffrey Barnett, à ne pas confondre avec l'incomparable Coralie Barnett, sans aucun lien de parenté, qui en 1992 a proposé ces 14 points. Geoffrey Barnett, not to be mistaken with the incomparable Coralie Barnett, no relation whatsoever, who in 1992 posited those 14 points on the why, for example, West is leading the world. Sur la raison pour laquelle, par exemple, l'Occident dirige le monde, ce n'est plus le cas. Et parmi ces 14 points qu'il a décrits, quels sont les principaux critères pour définir ce qui constitue essentiellement un avantage et un leadership? Parmi ces 14 points, 12 sont liés à la capacité industrielle réelle, allant de la production de la plupart des biens finis, des industries aérospatiales, des systèmes d'armes et des choses de cette nature, à notre R&D la plus avancée, la science fondamentale et des choses de cette nature. Et un seul point concerne le fait qu'il possède et contrôle le système financier mondial, qu'il ne contrôle déjà plus non plus. Et puis bien sûr, ce point amusant sur l'exercice de l'autorité morale et du leadership moral qui ont également été complètement perdus. Et donc, quand vous regardez cela, remarquablement, ces choses de Barnett se rapprochent extrêmement de ce que, par exemple, les marxistes, et pas les marxistes vulgaires, mais surtout les marxistes transmutés par exemple, l'économie de Staline, prêchaient essentiellement. Vous savez quoi? Vous devez construire la véritable industrie. Vous voulez jouer à la géopolitique appliquée sérieuse? Alors vous devez construire un véritable complexe militaro-industriel qui produit des armes mortellement efficaces qui fonctionnent. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple Edward Luttwak, vous commencez à rire, simplement parce que c'est amateur. En gros, vous savez, il bavarde sur des choses qui bien sûr ne sont pas là. Et quand vous savez et vous comprenez, c'est mon avantage professionnel sur beaucoup de gens. Quand vous comprenez ce qui entre dans la conception des systèmes d'armes les plus avancés. Donc si vous... D'accord, laissez-moi vous donner ma spécialisation à la sortie de l'Académie navale. Spécialiste en navigation gyro-inertielle et complexe des systèmes de missiles stratégiques. Système de missiles stratégiques navals, qui à l'époque était Delta 1, Delta 2, projet 667B et BD, sous-marin à missiles stratégiques. Et vous savez, après cela, évidemment, vous avez le choix de servir sur des sous-marins ou des sous-marins d'attaque rapide, où j'ai choisi d'aller aux gardes frontières. Donc quand vous comprenez cela, et que vous savez déjà, par exemple, ce qui se passait en Union soviétique en termes de technologie militaire au milieu des années 80, vous regardez ces choses qui ont été écrites et dites en Occident et vous riez. Je veux dire, ces gens n'ont fondamentalement aucune idée de ce dont ils parlent. Puis-je demander, l'un des plus grands problèmes que l'Occident a mis en avant et que tout le monde a commencé à répéter, est que la Russie était une station-service déguisée en pays. Mais en même temps, les personnes qui parlent d'utiliser le dollar américain et de couper la Russie des marchés financiers mondiaux, pensant que cela ruinera l'appareil de guerre russe, ne comprennent pas que la Russie est capable d'extraire tous les minéraux dont elle a besoin de son propre sol, de les transporter elle-même, de les transformer en système d'armes et de les transporter. Ils ont ensuite leur propre armée, qui utilise le rouble et est complètement autonome et capable de faire la guerre. Est-ce plus ou moins ce dont vous parlez? Oui, toutes ces personnes n'ont aucune idée.
Et le fait est qu'elles sont encore un bonus de tour de passe-passe, très illettré. Et surtout quand on regarde intensivement en relation avec la Russie, c'est, j'utilise ce terme, solzhenitsynifié. L'histoire soviétique et russe a été solzhenitsynifiée au point de l'absurdité complète où les gens ne comprennent même pas que mathématiquement c'est impossible. Comme vous savez, cette affirmation idiote de 60 millions de personnes tuées. Vous savez, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien alors je ne devrais pas être assis ici. Vous savez, si 60 millions de personnes avaient été tuées. C'est des mathématiques de base. Mais vous avez ces gens qui sortent constamment, créant ces illusions. Surtout quand vous regardez le mouvement dissident de l'Union soviétique et de la Russie, et tous ces soi-disant spécialistes russes. Juste parce qu'ils peuvent parler russe, ils ne sont pas des spécialistes. Ils ne sont pas des érudits. Ils ne comprennent pas la première chose sur la véritable économie. Et bien sûr, ils ne comprennent rien à la Russie moderne. Mais ce sont le genre de personnes qui sont partout dans l'establishment américain. En conséquence, nous voyons où tout cela a mené. En gros, en parlant de tout cela, parce qu'ils sont des spécialistes d'un seul domaine, ils pensaient que, d'une manière ou d'une autre, l'Union soviétique s'était effondrée à cause de la guerre en Afghanistan, que, soit dit en passant, l'Union soviétique n'a pas perdu. Et d'une manière ou d'une autre, pour une raison quelconque, ils pensent que c'était dû à la guerre froide et à l'ingérence de l'Occident. Non, cela n'a rien à voir avec ça. L'Union soviétique s'est effondrée en raison de ses propres problèmes structurels, notamment des problèmes ethniques et du maintien de leur empire, ce qui demandait tant d'efforts et de dépenses. Et la dépense était principalement supportée par le peuple russe. Alors, que puis-je dire? Vous devez, ces gens n'ont pas, comme je l'ai déjà dit, et mon dernier livre en parle, c'est echo chamber. Ce sont des gens qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles. Ils ne peuvent pas y faire face, parce que, étant des lâches pour la plupart, l'effondrement de leur monde, confortable, chaleureux, de type chambre d'écho. Eh bien, en réalité, vous avez vu ce qui est arrivé aux États-Unis, comment le pays a été essentiellement conduit à sa perte, désindustrialisé, et il a toujours été grossièrement surestimé en tant que puissance militaire. Et maintenant, nous avons ce que nous avons, et nous avons le changement tectonique d'une proportion historique, un changement de paradigme une fois tous les 5 siècles, si vous voulez. Et ces gens ne comprennent toujours pas ce qui les a frappés. Et ils ne peuvent pas. Qui pensez-vous sont les personnes qui ont compris cela correctement? Quand je parle de personnes du passé, comme George Kennan ou quelqu'un qui est encore là, Jack Matlock, le dernier ambassadeur américain en Union soviétique. Jack Matlock, oui. Ont-ils correctement compris la Russie? Et puis après eux est venu ce vide, plus cette chambre d'écho qui ne fait qu'amplifier cette perception, ce désir de percevoir la Russie comme une puissance moyenne vaincue. Oui. Jack Matlock est l'un des rares à avoir vraiment bien compris cela. George F. Kennan, vous savez, a laissé évidemment de merveilleux souvenirs. Vous savez, au tournant du siècle, je crois. C'est magnifiquement écrit, mais encore une fois, même George F. Kennan n'a pas compris l'impact de l'ère soviétique. Il n'a pas compris que sans l'ère soviétique, essentiellement l'Union soviétique, la Russie historique, aurait été vaincue par les forces unifiées de l'Europe, dirigées, évidemment, par Adolf Hitler et l'Allemagne nazie. Et quand les gens disent « Oh, l'Allemagne nazie, non, 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 non », c'était une affaire européenne dans son ensemble. Alors, beaucoup de gens oublient que les forces de l'Axe comprenaient en fait des forces roumaines, finlandaises et italiennes. Ils avaient les divisions SS françaises, les divisions espagnoles, et ainsi de suite. Quand on regarde l'histoire, comme je l'ai déjà dit, la seule chose que l'Académie américaine dans son ensemble sait bien faire, c'est créer des récits. Ils ont quelques faits qu'ils juxtaposent pour s'adapter aux récits. En réalité,
Si vous parlez aux chercheurs américains moyens sur la Russie, aucun d'entre eux n'a la capacité d'établir la causalité. Certains d'entre eux ne le font pas très bien. Parce qu'ils sont des gens sauvages et ils ont besoin, vous savez, ils sont payés par l'USAID ou quelque chose comme ça. D'autres parce qu'ils ne sont pas très intelligents. Vous pouvez regarder Monsieur McFaul, Michael McFaul. C'est un exemple classique de l'académie de Stanford, pour ainsi dire. Le gars est un, pardonnez-moi, idiot certifié. Mais voilà, il est, vous savez, l'expert américain sur la Russie. Le gars ne serait pas capable de tenir une discussion avec quelqu'un qui est correctement éduqué sur les questions qui concernent l'histoire réelle. Pas un tas de, vous savez, bêtises qu'il. Et encore une fois, c'est juxtaposé. Il a essentiellement des récits de personnes qui sont essentiellement des éléments d'opposition et marginaux en Russie. Et maintenant, ces gens, depuis 3 ans, comme Tolstoï l'a magnifiquement écrit à propos de Napoléon à Borodino, portent le fardeau de la bataille quand il avait peur. Vous savez, comme dans un mauvais rêve quand le voyou s'approche de lui et qu'il est sur le point de le frapper avec une force énorme. Mais au lieu de cela, sa main s'affaisse et il ne peut rien faire. Et c'est pareil ici. Ces gars pensaient littéralement qu'en 2022, ils pourraient, comme on dit, se débarrasser du régime de Poutine, pensant que les Russes se soulèveraient parce qu'ils seraient frappés par les sanctions. Ces gens n'ont aucune idée, je suis désolé de le dire. Et maintenant, depuis 3 ans, ils ont vécu cet enfer, vous savez, pour eux. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est, je veux dire, est-ce l'effet Fukuyama? Est-ce l'idée que l'Occident a gagné la guerre froide? Est-ce cela? Est-ce cette croyance? Vous avez également dit que la croyance dans les marchés financiers est très importante. Oui, c'est l'effet Fukuyama. Et nous devons revenir à Schumpeter dans son célèbre traité de 1945, lorsqu'il parle des personnes qui sont généralement, pas toutes, mais la majorité de ces personnes sont inemployables pour tout type de travail intellectuel ou physique productif. Et en conséquence, elles créent des environnements où elles établissent leurs propres critères pour quelque chose, comme Edward Luttwak. Je veux dire, c'est drôle. Le gars ne pourrait probablement pas tenir une conversation avec quelqu'un qui est réellement bien éduqué. Donc vous avez ce groupe de personnes, la plupart d'entre elles avec toutes. Eh bien, et je comprends que je pourrais, vous savez, marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, mais toutes ces fausses sciences, comme la science politique ou l'histoire, qui sont créées à partir de leur, vous savez, une certaine idéation sur la démocratie ou quelque chose comme ça. Et ils y croient vraiment. Juste pour vous donner un exemple, l'histoire réelle de la Seconde Guerre mondiale a été réécrite par les historiens anglo-américains. Elle a été pervertie à un tel point que maintenant, M. Trump croit que c'est la Russie, l'Union soviétique, qui a aidé les États-Unis à vaincre leurs forces de l'Axe. Eh bien sûr, l'Union soviétique et l'Armée rouge ont aidé en anéantissant 80% de la crème des meilleures forces que l'Axe pouvait leur opposer. Mais c'est ainsi, et vous ne pouvez pas changer cela. La maladie a progressé à un tel point que nous avons maintenant ces personnes sans aucune connaissance sérieuse, compétence et choses de ce genre, qui sont nécessaires pour comprendre le conflit et la géopolitique du XXIe siècle. Et le fondement de la géopolitique du XXIe siècle, comme cela a toujours été le cas, est ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs repose sur la corrélation des forces et des moyens. La corrélation des forces et des moyens est la science enseignée aux véritables professionnels militaires sérieux au niveau stratégique opérationnel. Elle implique beaucoup de mathématiques et de nombreuses données vérifiables et claires sur, par exemple, les questions de l'industrie actuelle et des armes que cette industrie produit. Sinon, que se passe-t-il?
Vous obtenez le classique gigot, ou garbage in, garbage out. Les modèles qu'ils créent sont absolument inutiles. Vous pouvez les jeter car ils ne fonctionnent pas, puisqu'ils n'ont pas les bonnes données d'entrée dont ils ont besoin. Ils ne peuvent pas vivre avec la réalité de ces données d'entrée, car cela brise et détruit leur point de vue, leur récit. Que se passe-t-il? Ou comment la Russie gère-t-elle le fait que des personnes avec ce type de compréhension sont au levier du pouvoir aux États-Unis, ou du moins l'étaient ou le sont encore? Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'un interlocuteur rationnel, n'est-ce pas? Même en temps de guerre, surtout en possédant des armes nucléaires, vous avez besoin d'interlocuteurs rationnels qui peuvent augmenter ou diminuer en fonction de décisions rationnelles. Mais ce que vous dites, c'est que les gens prennent des décisions basées sur une analyse complètement erronée et absurde. Comment l'acteur rationnel de l'autre côté gère-t-il ce fait? Tout d'abord, il y a un certain cercle de personnes aux États-Unis. On ne peut pas dire qu'ils soient nécessairement complètement professionnels, mais il y a certainement des strates dans l'establishment politique et politico-militaire aux États-Unis qui comprennent ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez Larry Johnson à ce sujet, mais Larry en donne une excellente démonstration lorsque, par exemple, des analystes de la CIA arrivent avec des éléments qui contredisent le récit et les désirs politiques de l'establishment politique à Washington et disent « Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Voici les données réelles. Et ils seront quoi? Essentiellement invités à aller se faire voir. Donc il y a des gens qui comprennent cela. Par exemple, pas tous, mais beaucoup de personnes au grade de colonel ou disons de général de brigade qui sont impliqués au niveau des chefs d'état-major interarmés et du Pentagone dans la planification opérationnelle générale et les questions d'ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance. Ils connaissent cette histoire. Et l'histoire est tellement accablante, par exemple, dans ce cas particulier, pour l'administration Biden, pour toutes ces choses qui peuvent aller et le dire. Mais beaucoup ne le font pas. Ils ont des hypothèques, ils ont des pensions à considérer, ils ont des familles et des choses comme ça. Ils ne peuvent donc pas sortir et vous savez dire, comme le font parfois les gens d'honneur, « Voici mes épaulettes ». Vous savez, mais tout cela, c'est des conneries. Donc ce que vous obtenez, vous avez le secrétaire à la défense, qui est quoi? Lloyd Austin. Vous savez le gars, le bébé Raytheon. Vous savez, tout cela, vous savez, remonte à Eisenhower. C'est tellement corrompu qu'il faut littéralement qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour percer ce truc. Nous avons eu cette sorte de rupture, en quelque sorte, c'est pas complet, avec l'élection de l'administration Trump. Et en gros, ce qu'il fait maintenant, je sais qu'il y a 2 jours, 75 000 des bureaucrates de Washington, D.C. ont pris leur rachat de leur poste. Il faut en faire plus, vous savez, parce que c'est l'état profond. Ces gens veulent le statu quo. Et ils pensent que d'une manière ou d'une autre, en créant cette illusion, et vous savez, ce verbiage sur le fait que tout va bien, ils changent d'une certaine manière leur réalité. Ils ne le font pas. Et quand soudain, vous avez le résultat de 3 ans de l'opération militaire spéciale, quand vous avez littéralement l'accumulation technologique totale des armes américaines et européennes, vous voyez par vous-même le manque total de qualification dans la planification opérationnelle, car évidemment les Ukrainiens ne planifient pas cela. Toutes ces choses sont planifiées à Londres. Elles sont en fait planifiées à Ramstein et elles sont planifiées par les Américains et les Britanniques. Et vous pouvez voir cette catastrophe qui se déroule. Et vous pouvez voir ce qui se passe. Et ces gens, je comprends leur position. Ils ne peuvent plus nier leur réalité. Et s'ils ne la comprennent pas rationnellement, ils peuvent au moins la ressentir. Et beaucoup la ressentent.
Mais encore une fois, quand vous avez des sociopathes comme Blinken ou Sullivan, vous savez, ces garçons avec des diplômes en droit, des avocats qui devraient continuer à pratiquer, vous savez, peu importe, les affaires de blessures automobiles dans l'État de New York, littéralement aussi incompétents. De plus, ce sont des sociopathes. Ils peuvent sortir et vous mentir en face. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Je veux dire, l'une des choses les plus horribles que j'ai jamais vues, c'est Blinken debout devant un cimetière en Ukraine, déplorant tous ces jeunes morts qu'il a envoyés dans ses tombes. C'est comme si cela aurait pu être évité. Et des gens l'ont crié à plein poumon, mais ne sont pas écoutés. Est-ce un grand moment de prise de conscience pour les États-Unis? Et encore plus pour l'Europe, l'Occident collectif, n'est-ce pas? Est-ce le moment où ils doivent faire face à leurs problèmes internes? Et y a-t-il un parallèle avec la façon dont l'Union soviétique a dû faire face à ses problèmes internes dans les années 1980? Voyez-vous des parallèles ou non? Très provisoire, je dirais. Vous savez, l'Union soviétique avait des problèmes totalement différents. Vous savez qu'il la ruinait, si vous voulez. Sans parler, bien sûr, du seul parallèle que je dirais, qui est des élites totalement corrompues. Mais le sommet du Parti communiste, disons le sommet du comité central et des choses comme ça, et ces élites de Moscou, ils voulaient vendre l'Union soviétique. Ils voulaient, vous savez, s'approprier essentiellement ces immenses trésors qui étaient là, vous savez. Et ils voulaient s'intégrer dans l'Occident combiné. En termes de corruption et d'ignorance des élites, oui, il y a quelques parallèles, car, fondamentalement, les élites de l'Occident combiné sont en complète décomposition sur le plan humain et, vous savez, académique. Ils sont tellement dépassés. La plupart d'entre eux le sont. Si vous les regardez, ce ne sont pas des gens normaux, essentiellement, vous savez. Regardez attentivement von der Leyen, Baerbock ou Macron, et c'est juste, c'est un spectacle de monstres, d'accord? Disons-le ainsi. Et quand vous regardez attentivement l'Académie et ses idéologues, oui, il y a des Fukuyama 2.0, 3.0 de toutes sortes, vous savez, c'est André Bernard Lévy, et vous savez, ces gens qui sont des criminels de guerre, faute de meilleurs termes, vous savez, c'est ce qu'ils sont. Ensuite, quand vous regardez cela, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent s'auto-corriger. C'est fini. Aux États-Unis, vous pourriez encore avoir Trump. Est-il bon? Non. Est-il le meilleur résultat possible? Non. Mais au moins, il représente un certain changement, un changement radical en termes. L'Europe est finie. C'est terminé pour l'Europe. Et quand les gens disent, par exemple, c'est là que je ne suis pas d'accord avec Douglas McGregor, par exemple, que, oh oui, ils peuvent changer, par exemple, leur leadership politique, si vous voulez. D'accord? D'une manière ou d'une autre, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, vous savez, ou d'autres, vous savez, les gens de Le Pen arrivent au pouvoir en France. Rien ne va changer en termes de l'état de l'Europe occidentale, qui est premièrement dépourvue de leur énergie, et deuxièmement, par exemple, quand nous parlons de russophobie, par exemple, c'est un état naturel pour la majorité de la population européenne. C'est aussi simple que ça. Les Américains sont différents. Par exemple, je vis en Amérique. Je suis américain, citoyen des États-Unis. Je deviens, vous savez, l'un d'eux, vous savez, mes voisins me traitent comme, vous savez, américain, mon pote, vous savez. Juste pour vous donner un exemple, en Europe, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez, je serai toujours russe pour eux et un type suspect pour la plupart d'entre eux, pas tous. Je ne dis pas que les Européens sont tous comme ça, mais la majorité l'est, et les preuves à ce sujet sont accablantes. C'est tellement bien documenté. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est là que réside la différence. Et quand vous regardez l'état économique de l'Europe, c'est ce que vous obtenez maintenant. Il se passe beaucoup de choses là-bas.
C'est vrai. C'est vrai. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais j'ai une question à propos de ce terme, car il m'est récemment apparu que nous l'avons peut-être mal nommé, car la russophobie implique une peur de la Russie. Et ce que je commence à réaliser, c'est qu'il n'y a pas de peur. S'il y avait de la peur, vous n'agiriez pas ainsi. Vous seriez plus prudent. C'est de la haine. N'oubliez pas, pour beaucoup de ces gens, nous les Russes, sommes des sous-hommes. Nous l'avons toujours été. Il y a encore une fois le paradoxe. Si vous regardez attentivement, par exemple, les élites britanniques, d'accord, ce ne sont pas des élites, c'est un cloaque consanguin, et c'est la collection de personnes la plus répugnante. Mais je veux dire, ils considèrent les Russes comme des sous-hommes. Ils le croient vraiment. Ils y croient. Comment pouvons-nous expliquer cela? Parce que, comme nous sommes évidemment, ce n'est pas du racisme. Nous avons la même couleur de peau. La même comme, c'est la même chose, n'est-ce pas? Même sur le continent. D'où cela vient-il? Eh bien, cela vient du fait que, évidemment, il n'y a aucun déni que nous vivons dans un monde façonné par la civilisation occidentale qui a produit une contribution énorme. Elle nous a façonnés en termes de culture, d'art et de science. Nous vivons sur cette terre, au moins, selon les lois de Newton. Newton nous a donné le calcul. Vous passez simplement par là, et c'est juste énorme, énorme. L'héritage occidental est énorme. Mais c'est au XXe siècle que l'Occident s'est totalement suicidé. D'abord en générant 2 guerres mondiales, qui ont vu un niveau sans précédent d'atrocité et de cruauté, avec le massacre industriel de personnes. Cela a été fait initialement à la suite d'aspirations impériales, et bien sûr, d'arrogance nationale. Et puis la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, bien sûr, avec une théorie raciale clairement définie, dans laquelle, par exemple, les Slaves comme moi étaient considérés comme des sous-hommes. C'était magnifiquement et largement partagé à travers l'Europe. Écoutez, les Français, ils ont vraiment bien vécu. L'une des choses les plus scandaleuses à propos des Français et du gouvernement de Vichy, et de la façon dont ils se sont essentiellement rendus, était le fait que, oui, pourquoi se sont-ils rendus? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de véritable raison de mourir, alors qu'ils savaient qu'ils seraient préservés en tant que nation. Vous savez, gars, et ils l'ont été. Vous savez, Paris n'a pas été bombardé ou quoi que ce soit. Hitler a personnellement, vous savez, ordonné de préserver Paris. Vous savez, de la même manière que cela s'applique évidemment à Rome. Mais quand vous regardez cela, oui, c'est ce que c'est. C'est aussi simple que cela. Le principal point de la résistance française était de cracher et de jeter des choses sur les femmes. Elles étaient appelées les dames françaises horizontales, qui sortaient avec des soldats allemands et des officiers allemands pendant l'occupation. C'est jusqu'où est allée la résistance française. La France, en même temps, a produit la 33e division Waffen-SS Charlemagne. Et c'était ces gars-là, avec des éléments de la division SS Viking, qui se battaient jusqu'au bout pour défendre le Reichstag en mai 1945. Voilà. Vous ne pouvez pas changer cela. Et puis vous avez ces gens qui connaissent la France. Et la France n'a été qu'un des exemples. De nombreux Espagnols sont encore fiers de la division bleue. El País a récemment publié un article sur l'un des anniversaires où cette division a été absolument détruite par l'armée rouge. Ils écrivaient sur la façon dont ils ont riposté, comment ils étaient des héros et des choses comme ça. C'est ce que c'est. Je veux dire, cela a refait surface il y a un an, lorsque le Canada a honoré un nazi ukrainien, n'est-ce pas? Ce genre de sentiment, tout ce qui est anti-russe est nécessairement bon, n'est-ce pas? Même si c'est nazi. Oui. Eh bien voilà, le Parlement canadien, eh bien c'était essentiellement la manifestation ou la preuve A de ce qu'est l'Occident combiné. Vous savez,
Je dois admettre que même ceux des médias prostitués aux États-Unis l'ont remarqué. Mais le reste du monde était comme, oui, bien sûr, ça va. Oui, ça arrive. C'est un moment de maladresse. C'est comme d'accord, très bien. Okay. Oui, oups, oui, oui. How do you? Comment faites-vous? Je veux dire, vous êtes témoin de cela, dans un environnement tellement capté par tous ces récits. Comment évitez-vous personnellement cette dissonance cognitive? Comment ne pas sauter par la fenêtre quand vous lisez toutes ces choses? Eh bien, je dois être professionnel. J'écris des livres à ce sujet, vous savez. Donc quand je vois ce nouveau point de bifurcation, pour ainsi dire, je sors et j'écris le livre, vous savez. En fait, mon livre le plus important n'est pas les 3 dont nous avons parlé. C'est le 2e livre, qui s'appelle Une véritable révolution dans les affaires militaires. Mon éditrice me suppliait, elle me suppliait, n'utilise pas trop de mathématiques, n'utilise juste pas de mathématiques. Et j'ai dû, en quelque sorte, je veux dire, il n'y a rien de mal à utiliser cette expression, simplifier un peu, mais c'était déjà fait, il y a 6 ans. J'ai déclaré que c'était fini pour l'Occident. Ils ont perdu la course aux armements. Point final. C'est aussi simple que ça. C'est juste, et encore une fois, ils ne font pas de stratégie. Quand vous regardez ce genre d'éducation militaire dans l'Occident combiné, surtout en Europe, c'est une blague. Ils n'ont pas vraiment d'officiers compétents là-bas. Vous ne pouvez pas. Vous savez. Et donc, quand vous regardez cela, vous vous dites, mon Dieu, à quoi pensaient-ils? Et vous comprenez, ils étaient dans l'illusion. Et, bien sûr, motivés par, nous l'avons déjà bien établi, oui, pas la russophobie, mais la haine, vous savez. Et ils détestent la Russie. Et ils la détestent pour plusieurs raisons. Cela a-t-il... Does this have? I mean, I study international relations, right? Je veux dire, j'étudie les relations internationales, n'est-ce pas? J'essaie de comprendre comment ce globe, qui est maintenant composé de 8 milliards de personnes, évolue. Et une partie de son mouvement est due à ces pays, ces collectifs de personnes qui interagissent entre eux. Et une chose que j'ai vue pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que, pour les Japonais, il était tellement difficile de comprendre ce qui se passait en Europe qu'ils ont plusieurs fois complètement, totalement mal interprété la situation, et au moins 3 de leurs gouvernements, entre 39 et 41, 42, se sont effondrés. Between the 39 and 41, 42 collapsed because things in Europe happened. Parce que les choses en Europe se sont passées comme, au début, ils pensaient, comme nous combattons tous contre l'Union soviétique, et ils rejoignaient cela. Puis ils ont pensé que c'était maintenant Rome, Berlin, Moscou. Alors Tokyo s'est aussi ajouté en 41. Et Matsuoka est revenu et a dit, comme grande victoire, nous avons un pacte de neutralité avec la Russie. Nous allons maintenant pousser collectivement contre les Américains. Et puis est venu Barbarossa. Et ils étaient stupéfaits. C'est comme, est-ce que c'est? Et c'était les meilleurs des meilleurs à l'époque, non? Ou pas les meilleurs des meilleurs, mais les gens au pouvoir. Alors est-ce comme un malentendu, ne pas être capable de comprendre ce que l'autre est? Est-ce que c'est intrinsèquement intégré dans le système ou pas? Is that inherently baked into the system or not? Yeah, it's inherent in the system, yes. Oui, c'est inhérent au système. Oui, vous l'avez correctement défini, parce que comme je l'ai déjà dit, l'éducation en sciences humaines aux États-Unis, par exemple, est largement corrompue, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, des études russes. Mais c'est aussi dans d'autres domaines. Et il y a un certain nombre de personnes, y compris par exemple Daniel Larison, vous savez son discours en histoire, il était assez célèbre quand il écrivait pour The American Conservative. Il a raison, et je le cite en fait. Les Américains ne connaissent pas le monde extérieur, et l'Europe non plus d'ailleurs. Et en conséquence, vous pouvez remercier cela pour la corruption de l'enseignement supérieur en ce qui concerne le domaine des sciences humaines, des arts et des lettres,
qui n'est devenu rien de plus qu'un lavage de cerveau et une idéalisation de la diffusion de récits. C'est ce que c'est, la diffusion de récits. J'ai récemment écouté cette dame. Elle enseigne l'histoire et la stratégie, entre guillemets. Comment peut-on enseigner la stratégie avec un doctorat en histoire? Je ne sais pas, mais elle enseigne la stratégie au US Naval War College. Et que puis-je dire? Sarah Payne. Quand j'ai entendu ce qu'elle disait sur la Russie moderne, j'étais comme, vous devez plaisanter. Je veux dire, elle est coincée quelque part entre 1982 et 1989. Et elle ne comprend même pas que ce qu'elle produit est juste. Elle a dit que si le dictateur Poutine dépensait plus d'argent, vous savez, sur les routes au lieu de ses armes sophistiquées. Au fait, oui, les systèmes d'armes révolutionnaires que l'Occident n'a pas. Ils disent, a-t-elle vu des autoroutes en Russie récemment? C'est comme si cette femme ne comprenait même pas de quoi elle parle. Elle vit dans un autre univers alternatif. Et puis bien sûr, oui, vous avez ces gens de tous ces endroits, vous savez, pendant Berkeley, qui est un trou à rats, la région de San Francisco, ou quelque part, ou d'où ils viennent, ils arrivent, s'ils y parviennent, ils atterrissent à Moscou, et leur première impression est un choc culturel. Parce que New York ressemble à, vous savez, Vancouver County, vous savez, un village ou une foire de comté. Et ils vont à Saint-Pétersbourg, ils vont à Yekaterinbourg, ils vont à Sochi. Vous devez comprendre qu'ils éprouvent une dissonance cognitive, à laquelle certaines personnes s'adaptent parfois, mais pour d'autres, leur monde s'effondre et ils développent encore plus de haine. C'est la même chose, par exemple, dans le cas des Ukrainiens et des Russes. Pour de nombreux Européens, l'une des raisons de la haine, surtout quand on regarde toutes ces villes et villages britanniques, ou la France, même Paris, c'est tout le syndrome de Paris. C'est le nom d'un véritable problème. Selon ce phénomène, en particulier les touristes asiatiques imaginent Paris d'une certaine manière. Et quand ils arrivent, c'est comme si ça sent mauvais. Les rues étroites, la tour Eiffel ne ressemble à rien, et ils sont choqués. Mais tout cela est dit à propos de ceux qui arrivent en Russie. Et puis ils voient ces autoroutes modernes, ces gratte-ciel, cette culture incroyable. Il n'y a aucun doute que ça a toujours été comme ça. Et ils voient ces gens, et ils voient comment les Russes vivent. Les Européens, la Russie commence à vivre mieux que n'importe quel pays européen maintenant. C'est un autre point. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'Européens, vous savez, vexés qui ne le prennent pas à la légère quand je leur dis que vous allez être pauvres. Pas parce que vous ne pouvez pas soutenir votre économie avec les prix de l'énergie que vous avez maintenant. Et la Russie ne vend plus cela. Les Russes en ont eu assez, vous savez. Alors voilà, qu'ils achètent à 3 fois le prix. Ensuite, voyez où tout cela mène. Ce sera la désindustrialisation, et c'est déjà en cours pendant que nous parlons. Et c'est une autre chose. Dans ce sens, et je suis d'accord avec vous, ce que l'Europe va subir au cours des 20 prochaines années au moins est un trou qu'elle a creusé elle-même. Mais le trou est maintenant si profond et si structurel qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper, n'est-ce pas? Pouvez-vous peut-être parler un peu de la réaction que nous voyons en ce moment? Nous parlons ici le 15 février 2025 et Donald Trump vient d'annoncer qu'il a eu un appel téléphonique avec Vladimir Poutine et qu'ils veulent tous deux mettre fin à la guerre. Son secrétaire d'État et son secrétaire à la Défense ont tous deux déclaré que nous avons besoin de paix. La paix est ce que nous voulons. La paix est ce qui sera obtenu. Les morts doivent cesser. Je veux dire, les Américains sont maintenant ceux qui forcent ce processus du côté occidental. Je veux dire, non pas que les Russes n'aient pas essayé, mais les Américains en parlent au moins maintenant, et les Européens sont choqués. Ils disent comme « Vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça sans nous, en l'appliquant sur nous. »
C'est encore assez insensé. Quelle est votre impression? Oh, c'est une impression très simple. Je l'ai dit depuis de nombreuses années maintenant. L'Europe n'est pas le sujet des relations internationales. C'est un objet. Et ce n'est pas seulement ça. Ils ne comprennent vraiment pas qui ils sont. Et leurs élites ne le comprennent certainement pas. Et oui, ils sont le déjeuner des États-Unis. Je suis désolé, les États-Unis veulent aussi manger. Devinez quoi? L'Europe sera, elle l'est déjà. Il suffit de regarder par exemple la Royal Netherlands Air Force. Ils auront leur F-35 enfoncé dans la gorge, puis n'importe quelles armes américaines de mauvaise qualité, cela va arriver. Et l'une des raisons pour lesquelles cela va arriver, c'est parce qu'ils ont aussi été désindustrialisés. Et la qualité diminue également dans ce qu'ils font. Il y a une chose très intéressante qui semble ne pas être liée, mais qui a tout à voir avec cela. Si vous regardez l'Amérique, malgré tous ses défauts, et oui, ses énormes problèmes, elle reste une superpuissance. Elle n'est pas aussi grande économiquement que les États-Unis aiment le penser, mais quand même. Et si vous examinez attentivement le numéro d'octobre 2024 du magazine Car and Driver aux États-Unis, qui est la publication automobile la plus respectée parmi les 25 meilleures ventes aux États-Unis, pas une seule voiture européenne. Pas une seule. Pas de Mercedes. Pas de BMW. Encore moins de voitures françaises ou de choses de ce genre. Toutes, vous savez, américaines, évidemment japonaises, coréennes et ainsi de suite. Pas une seule voiture allemande ou autre voiture européenne. Cela vous dit quelque chose. Et l'Amérique a des ressources. Pas toutes, mais elle en a. L'Europe n'en a pas. Et c'est la phrase en gros. Et cela va avoir un impact, car nous sommes sur l'échelle de Kardashev, vous savez, les types de civilisations, d'accord? Nous sommes passés probablement de 0,1, 0,2 au 19e siècle, début du 20e siècle, à probablement 0,6 maintenant. Et ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel, d'accord? Donc le 0,6 représente quelque chose comme, vous savez, 20 fois ou plus la consommation d'énergie que nous avions même au début du siècle dernier, et même au début de ce siècle. Mais les Européens adorent leur Greta Thunberg, donc ils doivent vivre avec ça, comme J.G. Wells leur a dit aujourd'hui. Et ils ont littéralement tué leurs industries. Et quand vous regardez l'Italie, qu'est-ce qu'il reste? Oui, les Français peuvent encore construire quelque chose à Saint-Nazaire, comme un porte-avions inutile peut-être de temps en temps. Et ils ont Airbus, qui est, bien sûr, conjoint. Les Allemands ont Siemens, s'ils peuvent le garder, ce que je ne pense pas. Voilà donc. Quoi d'autre? Pensez-vous, je veux dire, c'est un long processus, n'est-ce pas? C'est un processus qui remonte à avant la Seconde Guerre mondiale. Ce genre de, faute de meilleurs termes, devenir un satellite d'une autre grande puissance sans s'en rendre compte, tout en se berçant d'illusions, en pensant être un partenaire égal, juste parce qu'on est assis à la même table. C'est tellement mignon. Mais la façon dont l'Ukraine, à un moment donné, la prise de conscience s'installera qu'ils n'ont jamais été plus qu'un champ de bataille et un fournisseur de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Et un fournisseur de sang pour une guerre par procuration. La façon dont cette prise de conscience s'installera à un moment donné, pensez-vous que les Européens comprendront un jour qu'ils ont eux aussi été manipulés pendant plus de 80 ans? Ou l'ignorance de la réalité est-elle si profonde qu'ils continueront à se bercer d'illusions, même pour les prochaines décennies? Ce qui est drôle, cela se passe aujourd'hui à Weimar, rien de moins. C'est comme si on ne pouvait pas être plus symbolique que ça. Donc, ils se rencontrent à Weimar, en Allemagne. L'Europe entre déjà dans le niveau de dépravation et de désorganisation économique de la République de Weimar. Ça va devenir bien pire. Et les stimuli économiques, évidemment, sont cruciaux. Eh bien, pour les intellectuels, quoi que nous comprenions sous ce mot,
Vous pouvez en quelque sorte réévaluer votre vie. Mais pour la plupart des gens, ils perçoivent la vie comme une combinaison de stimuli extérieurs, les stimuli économiques étant les plus importants. D'accord? Et quand vous avez soudainement, vous savez, les gens n'en parlent pas, mais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mon cœur saigne quand vous comprenez que des milliers de personnes âgées au Royaume-Uni sont mortes de froid, n'est-ce pas? Je veux dire, quel genre de monde est-ce? Je veux dire, quand vous avez des gens, des milliers, et certaines personnes disent que c'est 17 000, ce qui est consternant. Je veux dire, si vous avez un État qui ne peut même pas prendre soin de vos plus vulnérables, vous savez, quel genre d'État êtes-vous? Vous êtes du tiers-monde. Et oui, au-delà de cela, vous savez, mais les lieux touristiques, Londres est un trou à rats, essentiellement. Vous savez, tout comme Paris, par exemple. Et quand vous regardez attentivement cela, est-ce qu'ils voulaient? Les élites l'ont certainement fait. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, quand la sociopathie, quand le sociopathe, vous savez, devient non pas l'accident, non pas le bug, mais la caractéristique et le critère principal pour entrer en politique en Europe, que pouvez-vous attendre? Vous avez Annalena Baerbock. C'est une imbécile. C'est une imbécile qui fait un tour complet de 360 degrés. Vous aviez Liz Truss, qui est une crétine complète. Elle était la première ministre de Grande-Bretagne, qui est venue dire à Lavrov que Voronezh, un territoire historique russe, devrait obtenir son indépendance. C'est le genre de personne. Ce sont des idiots. Et c'est ce que c'est. Vous regardez Biden encore une fois comme Solomon ou Blinken. Ce sont des sociopathes absolus sans aucune compétence. Autrement dit, l'Occident n'a pas produit de véritable homme d'État depuis, peu importe comment on le juge, et souvent à juste titre, depuis George Bush Sr. Tout ce qui a suivi, de Bill Clinton à, vous savez, à Obama, ce ne sont pas des hommes d'État. Ce ne sont pas des personnes qui comprennent la politique, qui comprennent comment le monde fonctionne. C'était des imbéciles. Big Willie, il passait essentiellement son temps à coucher avec des femmes à gauche et à droite. Vous savez. Et ensuite à tuer ces gens. Vous savez, si vous les regardez, c'est juste une sorte de dépravation morale. Essentiellement, vous savez. Et ils ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des politiciens. Et ils n'ont toujours été bons qu'à une seule chose. Se faire élire ou réélire ou rester au pouvoir politique. Regardez le Congrès américain. Et c'est le niveau des personnes avec lesquelles nous devons traiter. J'aimerais vous poser beaucoup plus de questions à ce sujet, mais j'ai une dernière question qui est directement liée au nom de cette chaîne. La question de la neutralité, surtout pour l'Ukraine. Certaines personnes dans mon entourage disent depuis des années, depuis toujours, que l'Ukraine est le type standard d'espace neutre en Europe, tout comme l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale. Et la Russie, même dans ses projets de traité du 17 décembre 2021, a presque nommé cette politique. Et depuis le début de la guerre, ils ont dit que l'Ukraine devait être neutre. Donc le concept d'espace neutre et démilitarisé est-ce quelque chose qui est encore intrinsèquement important dans la vision géopolitique de la Russie en Europe et en Asie? Ça a changé. Ça a évidemment évolué. Surtout si vous avez remarqué, ni Vladimir Poutine, ni aucune autre grande figure politique en Russie n'utilise plus le terme peuple frère. Il n'y a plus de peuple frère. Ce qui a été commis en termes d'atrocités par les Ukrainiens, oui, ce sera ce qui restera de l'Ukraine. Mais juste pour que vous le sachiez, M. Naryshkin a invité des historiens polonais, hongrois et roumains à Moscou. Et M. Naryshkin, bien sûr, étant le chef du renseignement étranger. Devinez pourquoi il l'a fait. Ils ont accepté avec plaisir de discuter de leur territoire, qui appartiennent historiquement à des endroits comme la Pologne, qui est la Volhynie, bien sûr,
et la très bonne vieille ville polonaise de Lemberg, que nous connaissons sous le nom de Lvov. Donc, l'Ukraine est en train d'être partitionnée. Et ce qui restera sera quelque chose de l'ordre de 10 millions de personnes sans forces armées viables, peut-être une police armée, et elle sera purgée de tous les éléments nazis, y compris l'anéantissement physique. Donc c'est ce qui va se passer. Après cela, elle sera neutre. Absolument. Plus généralement, l'un des états d'esprit des gens de l'OTAN est que vous êtes soit avec nous, soit contre nous, n'est-ce pas? Leur espace mental ne contient aucune acceptation de ces espaces intermédiaires. La doctrine militaire de la Russie contient-elle des espaces intermédiaires? Prenons l'exemple, peut-être de l'autre côté, de la Mongolie. Le fait que la Mongolie soit un tampon pratique avec la Russie et soit pratique à la frontière. Est-ce quelque chose d'important pour la pensée militaire russe? Ou est-ce que j'interprète trop les choses? Nous devons garder à l'esprit qu'aujourd'hui nous faisons face au paradigme technologique des tirs à longue portée. La Russie peut anéantir Bruxelles en 15 minutes et la transformer en parking. Voilà, c'en est fini du tampon. Non, la question est évidemment de ne pas avoir une entité terroriste littéralement à votre frontière. Donc pour l'OTAN, oui, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez me citer en disant cela sans arrêt depuis plusieurs années. Les États-Unis, c'est-à-dire l'Occident combiné, ont perdu la course aux armements. Je ne peux même pas assez souligner à quel point ils sont en retard militairement. Et en considérant cela, si vous reformulez la célèbre maxime de Clausewitz, selon laquelle l'objet principal de la guerre est de contraindre l'ennemi à faire notre volonté, la maxime russe pour la guerre aujourd'hui est que l'objet principal de la guerre est de contraindre l'ennemi à faire notre volonté par l'anéantissement physique de ses forces armées. Et donc il y a la doctrine Gerasimov, si vous voulez. Et non, les forces armées ukrainiennes seront physiquement anéanties. Elles seront absolument filtrées. Et c'est ainsi que les Russes le voient de nos jours, vous savez. Et vous savez quoi? Il y a de longues files d'attente à l'aéroport de Sheremetyevo parce que les Russes ne laissent pas les Ukrainiens faire ce qu'ils faisaient. Par exemple, au début de l'opération militaire spéciale. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup des soi-disant citoyens ukrainiens qui ont décidé d'aller en Russie se sont révélés être des agents du GUR et travaillaient avec toutes sortes d'organisations malveillantes, y compris en commettant des actes terroristes, comme ils l'ont fait, par exemple, en recrutant des personnes qui ont tué le chef de leur... Donc c'est comme, oui, c'est fini. C'est différent. Et donc, selon l'OTAN, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais comme l'a dit Al Capone, avec un mot gentil et un pistolet, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec un mot gentil seul. Et les Russes l'ont très bien compris. Et ils ont les moyens que, par exemple, l'Occident combiné n'a pas. Et c'est tout le point. L'équilibre des pouvoirs et la corrélation des forces et des moyens. C'est aussi simple que ça. Et vous devez comprendre comment cela se déroule. Comme les gens me disent à plusieurs reprises, « Oh, comment avez-vous vu cela ?» C'est très simple. Vous donnez juste le cadre, et c'est tout. Ces conclusions, elles découlent naturellement de la connaissance des principaux moteurs, pour ainsi dire, tous les propulseurs des relations internationales, de la géopolitique et des choses comme ça. Et une fois que vous comprenez ce qu'est l'équilibre des pouvoirs, et quand Washington l'a compris, alors au moins, il commence à le comprendre. Oui, je le ferai. Je suis désolé. Je veux vous parler beaucoup plus de votre cadre. Mais je pense que nous devons le faire dans un autre podcast, car nous atteignons déjà l'heure. Et Andrei, je vous remercie beaucoup pour vos précieuses analyses. Merci. Alors, mon plaisir.